Ils ont fouillé ma chambre. Pas un simple désordre, non, un vrai retournement, comme si quelqu'un cherchait une preuve de ma vie avant de la voler. La première chose que j'ai vue en entrant, c'est mon tiroir ouvert, ma boîte en métal renversée, mes papiers répandus sur la couverture. J'ai senti une chaleur remonter dans ma poitrine, une chaleur sèche, celle qui vous avertit qu'on vient de franchir une limite qu'on ne pourra plus jamais effacer. Je suis restée immobile au milieu de la pièce, la main sur la poignée, le dos raide. À 78 ans, j'ai appris que le silence dit plus que la colère. Et dans le silence de cette chambre retournée, il y avait une vérité que personne n'avait eu le courage de me dire. Quelqu'un de chez moi m'avait trahi. J'ai avancé lentement, comme si chaque pas pouvait réveiller quelque chose de fragile. Mes papiers administratifs étaient étalés sur le lit, relevés de retraite, quittance d'assurance, copie de mon acte de naissance et même la lettre du notaire que j'avais rangée la veille. Je n'ai pas tout de suite compris ce qui manquait. C'est souvent comme ça. Le vide se révèle après coup, comme une ombre qui vous mord quand vous vous retournez. Lorenzo, mon fils, est arrivé dans l'encadrement de la porte quelques minutes plus tard. Je ne l'avais pas entendu monter l'escalier. Je l'ai vu regarder autour de lui, puis me regarder moi. Il avait ce visage fermé qu'il a depuis quelques mois, celui qui dit qu'il a déjà décidé de la version qu'il va me servir. Qu'est-ce que tu fais, maman m'a-t-il demandé, comme si c'était moi qui avais mis ma chambre en pièces. J'ai tourné vers lui un regard que ma mère m'avait appris, droit, calme, qui oblige l'autre à dire la vérité même s'il n'en a pas envie. Mais Lorenzo a regardé ailleurs. Ce geste-là, je ne le lui connaissais pas, pas autrefois. Ma chambre a été fouillée, ai-je simplement dit. Il a haussé les épaules, comme s'il parlait à une femme capricieuse. Peut-être que tu as cherché quelque chose et que tu as oublié de ranger. Ça arrive. À ton âge? À mon âge. Il avait prononcé ces mots comme on prononce une condamnation. Je les ai laissés tomber sur le sol, juste entre nous deux. Ils ont fait plus de bruit qu'une porte qui claque. Je n'ai rien cherché, Lorenzo. Silence, il a passé la main sur sa barbe, geste qu'il fait toujours quand il ment. Il ne l'a peut-être jamais su, mais une mère remarque ces choses-là, même quand l'enfant a dépassé la quarantaine et qu'il se croit devenu opaque. J'ai baissé les yeux vers mes papiers, et c'est là que je l'ai vu, le dossier bleu clair, celui où je garde mes documents anciens, titres de propriété, contrat signé avec le notaire, toutes ces choses qui prouvent que j'existe légalement. Le dossier était ouvert, presque vide. Il manquait une chemise entière, celle où je range mon attestation d'assurance dépendance et la copie de mon testament. Mes doigts ont frôlé l'espace laissé par ces feuilles disparues. Il y avait encore l'empreinte d'un poids. Quelqu'un les avait tenus récemment. Tu n'as vraiment aucune idée ai-je demandé doucement. Lorenzo s'est crispé. Tu sais, Sophie range parfois les choses pour t'aider. Elle les est peut-être montées ici, mais elle voulait juste mettre un peu d'ordre. Sophie, ma belle-fille, toujours tellement bondo attentionnée ces derniers temps, toujours là où se trouvent mes affaires, toujours en train de me demander Tu as pensé à surveiller tes comptes? Tu as beaucoup de papiers, non? Tu veux que je t'aide à les trier? J'ai levé les yeux. Elle range dans mes tiroirs fermés? Il n'a pas répondu. Il a juste soufflé entre ses dents. Maman, tu exagères. Personne ici ne te veut du mal. Tu deviens méfiante, c'est tout. Méfiante. Voilà le mot quand on veut faire taire une vieille femme qui voit trop clair. Je me suis assise sur le bord du lit. Mes papiers bruissaient sous mes doigts. Je sentais une fatigue ancienne remonter en moi, mais pas la fatigue du corps, celle de l'âme. Cette fatigue-là, je la connais. Elle apparaît quand la loyauté commence à se fissurer des deux côtés. Je veux récupérer ce qui manque, ai-je dit simplement. Lorenzo a soupiré, exaspéré, puis il a quitté la pièce sans un mot. J'ai entendu ses pas lourds descendre l'escalier. La porte du salon s'est refermée trop fort. Il n'avait même pas pris la peine de cacher son agacement. Je suis restée dans ma chambre retournée, seule avec le désordre et le silence. Et dans ce silence, une certitude s'est installée doucement, comme une ombre qui prend sa place sans demander. Quelqu'un, sous mon toit, avait cherché à m'effacer un morceau de vie. Je me suis penchée pour ramasser une feuille tombée au sol. C'était un vieux relevé bancaire, celui où figurait la mention de mon compte épargne. Je l'ai lissé du plat de la main. Il fallait que je comprenne avant qu'il ne comprenne que j'ai compris. Je me suis levée tôt ce matin-là, plus tôt que d'habitude. Le jour n'était pas encore éveillé, mais moi si. Quand la confiance commence à se faire la malle, le sommeil n'a plus de clé pour revenir. Je suis descendue lentement dans la cuisine, appuyée à la rambarde de l'escalier, comme si la maison elle-même était devenue étrangère sous mes doigts. Le silence du rez-de-chaussée était encore plus lourd que celui de ma chambre renversée.
J'ai allumé la bouilloire, observé la vapeur monter, fine et nerveuse, comme mes pensées. À mon âge, on pourrait croire que la mémoire s'effrite. Mais ce n'est pas vrai. La mémoire devient plus précise quand il s'agit de survie. Chaque détail s'imprime autrement, comme un avertissement. Quand Sophie est entrée dans la cuisine, ses pas ont fait un bruit trop léger. Je n'ai pas tourné la tête tout de suite. Je voulais entendre sa respiration avant de voir son visage. Elle a toujours ce souffle rapide quand elle se prépare à mentir. Bonjour Henriette, a-t-elle dit avec un sourire trop poli. Elle ne m'appelait jamais par mon prénom, toujours maman, pour faire bonne figure. Je l'ai saluée d'un signe de tête. Je me suis assise, ma tasse dans les mains. Elle a ouvert un placard, pris une assiette, puis s'est tournée vers moi comme si elle attendait son entrée dans une pièce de théâtre. Lorenzo m'a dit que tu étais un peu perturbée hier soir. Tu veux qu'on regarde ensemble tes papiers? On pourrait les classer, vérifier tes assurances, tes contrats. Tu sais, pour simplifier les choses. Simplifier les choses. Voilà l'expression qui revient depuis des semaines. Je me demande pour qui ces choses. Non, merci, je m'en occupe, ai-je répondu sans lever les yeux. Elle a froncé les sourcils, juste une seconde, comme une fissure dans son masque de femme parfaite. Puis elle a repris son ton sucré. Si tu changes d'avis, je suis là. Tu sais, avec l'âge, on peut vite se sentir dépassé. Je l'ai regardée cette fois, là, droit dans les yeux. Elle n'a pas soutenu mon regard plus de 2 secondes. Elle a tiré une chaise et s'est assise sans y être invitée. D'ailleurs, Henriette, tu pourrais me dire où tu ranges ton contrat d'assurance dépendance? J'aimerais vérifier une chose. Pour toi. Pour toi? Elle répète ça chaque fois qu'elle veut m'arracher un bout de vie. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai bu une gorgée de thé. Je voulais qu'elle sente ma résistance dans mon silence. Elle a insisté. Tu l'as peut-être égaré? Il paraît que tu as beaucoup de documents. On pourra demander des copies si tu n'arrives plus à suivre. Je ne sais pas quel son est sorti de ma gorge. Peut-être un demi-rire, peut-être un soupir. J'ai senti quelque chose en moi se renforcer, comme une vieille poutre qui refuse de céder malgré les années. Je me suis levée, lentement, et j'ai rangé ma tasse dans l'évier. Je n'ai rien égaré. Elle a serré les lèvres. Dissimulée derrière sa gentillesse, j'ai perçu une nervosité, une impatience, peut-être même une inquiétude. Puis elle a joué une autre carte, la condescendance. Tu sais, si tu te sens dépassé, si tu oublies des choses, il ne faut pas avoir honte. À ton âge, c'est normal. On est là pour t'aider. À ce moment précis, j'ai compris que ce n'était plus une inquiétude familiale, c'était une stratégie. Elle posait les briques d'un récit où je devais apparaître confuse, faible, incapable. Le genre de récit qui prépare des papiers derrière mon dos. Je suis restée calme. Le calme, ça déstabilise plus que la colère. Sophie, ai-je dit doucement, je n'oublie pas, j'observe. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti, puis elle a pris une inspiration un peu trop brusque, comme quelqu'un qu'on surprend la main dans quelque chose qui ne lui appartient pas. Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, les enfants sont descendus. Les pas rapides, les voix qui bousculent le silence. Je les ai regardés entrer dans la cuisine avec leurs cartables et leurs cheveux en bataille, deux petits êtres que j'aime profondément. Mais ce matin-là, leurs mots m'ont glacée. Papa a dit que bientôt tu iras dans une autre maison, mamie, une maison avec des gens pour s'occuper de toi, comme une grande résidence. Ils semblaient ravis, comme s'ils parlaient d'un parc d'attractions. Ils ne savaient rien. Ce n'était pas leur faute. Mais moi, j'ai senti mes mains trembler. Sophie a blêmi. Les enfants, chut, ne dites pas n'importe quoi. Mais ce n'était pas n'importe quoi. C'était trop précis. J'ai posé une main douce sur l'épaule du plus jeune. Qui t'a dit ça, mon cœur? Il a répondu sans hésiter. Papa, et il a dit que ce serait mieux pour tout le monde, que tu es fatigué et que tu risques d'oublier des choses dangereuses. J'ai senti une brûlure dans la poitrine. Pas de la douleur physique, de la trahison. Sophie, incapable de contrôler la situation, a soufflé. Ils ont mal compris. Non, ce n'était plus un malentendu. C'était une préparation. Après qu'ils soient partis pour l'école, je suis restée un moment debout dans le couloir, ma main posée sur la rambarde. Le soleil se levait lentement à travers la fenêtre. La lumière frappait le parquet comme une vérité qu'on ne peut plus refermer. Mon fils parlait déjà de me déplacer. Ma belle-fille parlait déjà de m'oublier. Et quelqu'un avait fouillé mes papiers. J'ai senti quelque chose se former en moi, une ligne droite, nette, qui tranchait avec la fragilité dont on voulait me vêtir. Ce n'était plus du doute, c'était une alerte. Et j'ai compris, ce matin-là,
que si je ne fouillais pas leurs intentions, ils finiraient par me voler ma vie avant même que je puisse dire non. Je n'ai pas quitté la maison ce jour-là. J'avais besoin de rester près de mes papiers, près de mes doutes, près de cette sensation tenace que quelque chose s'était mis en marche sans moi. La pluie s'est mise à tomber vers 11 heures, fine, obstinée, exactement comme ces pensées qui refusent de partir. Je suis remontée dans ma chambre. Rien n'avait changé depuis la veille. Les draps froissés par des mains étrangères, le tiroir entr'ouvert, mon petit carnet jaune posé à l'envers comme un animal qu'on aurait retourné sans ménagement. J'ai refermé la porte derrière moi, doucement, parce que j'avais l'impression d'entrer sur une scène de crime où j'étais à la fois la victime et le seul témoin. J'ai commencé à ranger, pas pour remettre de l'ordre, non, pour comprendre. Quand on remet chaque chose à sa place, on voit mieux ce qui n'y est plus. J'ai empilé mes relevés, classé mes lettres, vérifié chaque enveloppe. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu ce qui me manquait véritablement. 3 documents, toujours les mêmes. La copie de mon testament, mon contrat d'assurance dépendance et une lettre du notaire qui confirmait une mise à jour de mon dossier de propriété. 3 pièces. 3 preuves, 3 clés qui pourraient te servir à faire croire qu'on sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Je me suis assise sur le bord du lit, le dossier vide dans les mains. Il avait encore la forme des feuilles disparues, comme une ombre d'ancien poids. On croit que le papier est le léger, mais il peut porter toute une existence. La porte a grincé. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. Je savais que ce n'était pas un courant d'air. C'était Élise, ma petite fille, enfin, petite. 20 ans, déjà prise dans le monde des adultes qui courent trop vite. Elle a passé la tête dans l'encadrement, hésitante. Mamie, je peux entrer? Sa voix n'avait rien de la sécheresse de son père, rien de la douceur forcée de Sophie. Elle avait ce tremblement que j'avais connu chez Lorenzo autrefois, quand il savait qu'il me cachait quelque chose, mais qu'il ne voulait pas me blesser. Oui, viens. Elle s'est assise près de moi, les mains nouées entre ses genoux. Elle regardait le désordre, les papiers rangés en petits tas. Elle a inspiré profondément. Mamie, je dois te dire un truc. J'ai tourné la tête. Je l'ai regardée comme on regarde une vérité qui hésite encore. Elle a mis quelques secondes avant de trouver ses mots. Je ne sais pas ce que papa et Sophie font exactement, mais ils parlent beaucoup de toi ces derniers temps, quand ils pensent que je comprends, mais que je n'écoute pas. Mon cœur a battu plus fort. J'ai attendu. Ils disent que tu perds un peu la tête, que tu oublies des choses, que tu prends des risques, et que ce serait mieux pour toi si quelqu'un d'autre gérait tes affaires. Ses yeux se sont embués, mais elle n'a pas pleuré. Elle serre toujours les dents avant de laisser couler quoi que ce soit. Elle tient ça de moi. Ils ont pris des papiers dans ta chambre, mamie. Je les ai vus monter l'autre soir. Sophie a dit: il faut qu'on garde ça avant qu'elle ne fasse une bêtise. Papa n'a rien dit, il a juste pris la chemise. Je suis restée immobile. Le temps s'est arrêté là, juste entre le lit et la fenêtre. Je ne sais pas combien de secondes se sont écoulées. Tu es sûre? Ai-je murmuré. Elle a acquiescé. Ce geste-là, je ne l'oublierai jamais. Il était aussi solide qu'un verdict. Je suis désolée, mamie, je ne savais pas si je devais te le dire, mais j'ai peur qu'ils aillent trop loin. J'ai posé ma main sur la sienne, une main vieille, tachetée, avec des veines qui dessinent des chemins qu'on ne voit plus chez les jeunes. Une main qui sait ce que c'est que tenir une famille debout quand tout tombe. Merci, ma chérie. Merci d'être venue. Elle a baissé les yeux. Tu vas faire quoi? J'ai respiré profondément. L'air de la chambre avait un goût différent maintenant, celui de la vérité, même incomplète. Je vais regarder, je vais écouter, et je vais agir. Mais calmement. Elle a hoché la tête, puis elle s'est levée, a remis un pli de couverture, un geste nerveux, puis elle est sortie sans bruit. Quand la porte s'est refermée, j'ai senti quelque chose se redresser en moi. Pas de la colère, pas encore. Une sorte de lucidité tranquille, comme un fil qu'on resserre. J'ai continué à fouiller. J'ai ouvert le tiroir sous mon lit où je garde mes petites choses. Photos anciennes, carnets, trésors, minuscules, qui n'intéressent que ceux qui ont aimé longtemps. Rien n'avait bougé ici, c'était déjà une information. Ensuite, j'ai ouvert la commode. Et là, derrière mes écharpes, j'ai trouvé un autre élément déplacé. Ma boîte en fer, celle où je garde mes doubles de clés, et quelques billets pour les imprévus. La clé de la cave n'était plus à sa place. La cave. Un espace où je ne descends presque jamais. Un endroit où Lorenzo se croit autorisé à entrer, sous prétexte de rangement. Je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre.
J'entendais la pluie sur le toit, régulière. Dans cette pluie, j'ai compris que je devais arrêter d'espérer qu'ils allaient se rattraper, ou admettre, ou revenir vers moi avec un peu d'honnêteté. Non, ce n'était plus cette famille-là, pas en ce moment. Je me suis rendu compte que je n'avais plus à convaincre personne que je n'étais pas folle. Je n'avais qu'à le prouver, et pour ça il fallait que je commence à écrire, noter, dater, chaque geste, chaque mot, chaque absence. Parce que quand les mensonges commencent, c'est toujours celui qui voit clair qu'on accuse de perdre la tête. J'ai pris mon vieux carnet jaune, celui qui était tombé sur le lit, j'ai tourné la première page, et j'ai écrit la date. Ce jour-là, je n'ai rien oublié, et je ne comptais plus rien laisser disparaître. La pluie s'est arrêtée en fin d'après-midi, mais l'air était resté lourd dans la maison, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. J'ai descendu l'escalier lentement, carnet jaune, dans la poche de mon gilet, mes pensées serrées autour de deux mots, preuve et silence. Ce sont les deux armes d'une vieille femme qu'on croit affaiblie. Dans le salon, j'ai trouvé Sophie assise sur le canapé, son ordinateur sur les genoux. Elle tapait rapidement, concentrée sur quelque chose qu'elle a refermé aussitôt qu'elle m'a vue, comme une écolière prise à copier. Je n'ai rien dit, elle non plus. Je suis passée dans la cuisine. L'ambiance avait un goût de faux calme. Je savais que Lorenzo n'était pas encore rentré. C'était presque une chance. Lui parler alors que j'étais encore tremblante aurait été une erreur. Les mères doivent de choisir leur moment, surtout quand leurs fils pensent-on qu'elles n'en sont plus capables. En ouvrant le placard pour prendre un verre, j'ai remarqué quelque chose. Là où je range mes petites boîtes de médicaments, soigneusement, par habitude et par prudence, une pilule manquait. Pas les boîtes entières, non, une seule pilule, juste une, celle du soir. Un somnifère doux que je prends quand mes nuits deviennent trop longues. Je suis restée immobile. La boîte était décalée de quelques centimètres, le couvercle mal remis. Détail ridicule pour quelqu'un de distrait. Pas pour moi. Je n'ai rien touché. Je me suis juste dit ils sont allés jusque-là. Ou peut-être n'était-ce qu'un geste maladroit. Peut-être. Mais quand les mensonges se multiplient, même les accidents ont un arrière-goût de stratégie. Je me suis servi un verre d'eau, l'ai posé devant moi et je l'ai laissé intact. Pas par peur, mais par précaution. Une femme de mon âge doit toujours savoir ce qu'elle boit, ce qu'elle signe, ce qu'on attend d'elle en silence. Sophie est entrée dans la cuisine quelques minutes plus tard. Elle a ouvert le frigo pour rien, a sorti une boîte de fromage qu'elle n'a pas touchée, puis elle s'est retournée vers moi avec ce sourire de façade qui lui tire les lèvres, mais jamais les yeux. Tu as réussi à remettre un peu d'ordre? Son ton était trop léger, trop neutre, presque entraîné. J'ai trié, oui. Elle a croisé les bras. Ce serait plus simple si on s'en occupait ensemble. Tu sembles un peu dépassée en ce moment. Encore ce mot. Dépassée. J'ai bu ma gorgée de silence avant de répondre. Je sais exactement ce que j'ai et ce qui manque. Elle n'a pas réagi, mais j'ai vu la tension dans son cou. Le genre de tension qui dit que la vérité commence à se rapprocher trop près. Tu sais, Henriette, il faut accepter qu'à un certain âge. Elle a laissé la fin de sa phrase flotter volontairement, comme un hameçon. Je me suis levée. Pas par colère, non, pour conserver ma dignité debout. À un certain âge, on voit mieux ce que les autres tentent de cacher. J'ai quitté la cuisine, je l'ai entendu souffler derrière moi, comme quelqu'un qui perd patience face à un obstacle plus solide qu'elle ne l'avait imaginé. Dans le couloir, un autre détail m'a frappé. La porte de mon bureau, une petite pièce où je garde mes carnets, mes lettres, ma vieille machine à écrire, était entr'ouverte. Je l'avais fermée le matin. Je me souviens très bien du clic du loquet. Je suis entrée. J'ai regardé les étagères, les feuilles sur mon secrétaire, les stylos. Rien n'était renversé. Mais mon album en cuir brun, celui où je garde toutes les photos de famille, avait été déplacé. Il était sur le côté, légèrement décalé. Les albums, on ne les déplace pas par accident. Je l'ai ouvert, certaines photos manquaient, pas toutes, seulement celles où apparaissaient des dates, des fêtes, des signatures Zodo, des preuves de ma lucidité à des moments précis. Il ne cherchait pas des souvenirs, il cherchait des failles. Une colère froide m'a traversée, mais pas celle qui fait frapper du poing, celle qui fait réfléchir, planifier, se tenir droite malgré les années. En refermant l'album, mes doigts ont touché un vide. Une enveloppe que j'avais glissée entre deux pages la semaine dernière n'y était plus. Une lettre de ma banque m'avertissant d'un mouvement inhabituel sur mon compte épargne. Une lettre que j'avais gardée pour en parler à Lorenzo, avant de comprendre qu'il n'était plus le fils à qui on confie ces choses.
Je suis restée là, dans ma petite pièce, éclairée par la lumière grise du jour, mon carnet jaune dans la main, mon souffle un peu court. Ce n'étaient plus des soupçons, c'étaient des faits. Un par un, les fils se tissaient. J'ai écrit dans mon carnet: photos déplacées, lettres de la banque disparue, médicaments manquants. Puis j'ai ajouté une phrase que je n'avais jamais pensé écrire un jour. Ils ne cherchent pas à m'aider, ils cherchent à me définir. Quand j'ai refermé le carnet, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Lorenzo rentrait. Sa voix résonnait dans le couloir. Il appelait Sophie. Il ne m'a pas saluée, pas même en passant. Ce détail-là, autrefois, aurait été impensable. Maintenant, il m'insultait plus que n'importe quelle phrase. Je me suis assise à mon bureau, les mains posées bien à plat. J'ai fermé les yeux. Et j'ai pris une décision simple, solide, lente comme les grandes décisions d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Je n'attendrai plus leurs explications. Je chercherai les miennes. Ce soir-là, en éteignant la lumière de mon bureau, je savais une chose. On ne fouille pas la chambre d'une vieille femme sans réveiller ce qu'on croyait endormi en elle. La lettre est arrivée un jeudi matin, glissée sous la porte comme un avertissement qu'on n'a pas demandé. Une enveloppe blanche, sans mention manuscrite, juste mon nom imprimé mécaniquement. Je l'ai soulevée. Elle était lourde. Les mauvaises nouvelles pèsent toujours plus que les autres. Je me suis assise dans l'entrée, sur le petit banc où j'enfile mes chaussures de chaque matin. J'ai ouvert l'enveloppe. Le papier à en-tête du tribunal a rempli tout l'air autour de moi, comme une fumée épaisse. Les mots étaient simples, trop simples pour ce qu'ils signifiaient. Convocation obligatoire, mesure de protection des majeurs, comparution d'Henriette Delaunay, date. Mes mains ne tremblaient pas, mon cœur non plus. Ce qui tremblait, c'était quelque chose derrière mes côtes, une part de moi que je croyais plus fragile qu'elle ne l'est vraiment. Je suis restée là un long moment à relire le document. Je reconnaissais la procédure, je l'avais vue pour d'autres, des personnes âgées placées sous tutelle ou curatelle. J'avais même aidé une voisine à comprendre son dossier autrefois, mais jamais je n'aurais imaginé voir mon propre nom sur un papier pareil. Il y avait un passage qui m'a glacée. Demandeur de la mesure, dossier confidentiel. Cela voulait dire que ce n'était pas l'État, pas l'hôpital, c'était quelqu'un de la famille. Quelqu'un chez moi m'avait trahi jusqu'au tribunal. Je me suis levée lentement. J'ai posé la lettre sur la table de la salle à manger, puis je l'ai retournée, comme si je pouvais effacer ce qu'elle disait en lui tournant le dos. Mais les mots, une fois lus, ne disparaissent jamais. Lorenzo est entré quelques minutes plus tard, son sac encore sur l'épaule. Il s'est arrêté en me voyant debout près de la table, sans bouger. « Tu vas bien, maman ?» Le ton trop doux, une douceur qui sonne creux. J'ai désigné la lettre du bout du doigt. « C'est quoi ça ?» Il s'est approché, l'a lu, ou fait semblant de la lire. Son visage n'a pas bougé. C'est ce manque de réaction qui m'a fait comprendre ce que je refusais de croire. Il savait déjà. « Écoute, maman, il faut être raisonnable. On pense juste à te protéger. On, pas je, pas la famille. Un on vague, lâche, qui permet de se cacher derrière les autres. Me protéger de quoi? Ai-je demandé. Il a passé une main dans ses cheveux. Tu deviens un peu confuse. Tu oublies des choses. Tu te mets en danger. Sophie s'inquiète. Moi aussi. Je suis confuse parce que vous fouillez ma chambre ou parce que vous déplacez mes papiers. Il a serré les mâchoires. Tu imagines des choses. Je l'ai regardé longtemps, longtemps. Ce regard que seules les mères savent te tenir, celui qui remonte jusque dans l'enfance de l'autre. C'est toi qui as fait la demande, ai-je murmuré. Il n'a pas répondu. Il n'a pas eu le courage du mensonge, ni celui de la vérité. Il s'est contenté de dire: c'est pour éviter que quelqu'un profite de toi. J'ai senti une colère lente, froide monter en moi. Et ce quelqu'un, c'est moi-même? Il s'est détourné. La lâcheté a parfois la forme d'un dos qu'on vous tourne. Dans le silence qui a suivi, j'ai compris deux choses: qu'ils avaient déjà imaginé ma vie sans mon consentement et qu'ils comptaient me la prendre doucement, légalement, en souriant. Sophie est entrée à son tour, avec une expression fabriquée, celle qu'elle utilise pour calmer les enfants quand ils ont peur. « Ne t'inquiète pas, Henriette, ce n'est qu'un entretien. Le juge veut juste s'assurer que tout va bien pour toi. » Je ne lui ai pas répondu. Je n'étais plus une femme à rassurer. J'étais une femme qu'on tentait d'effacer. Le soir venu, la maison est devenue trop petite pour contenir toutes mes pensées. J'ai marché d'une pièce à l'autre, touchant mes meubles, mes livres, mes murs,
comme pour vérifier que j'existais encore. Quand je suis montée dans ma chambre, j'ai pris une décision simple, nette. Je n'irai pas devant le juge les mains vides. Puisqu'ils avaient fouillé ma vie, moi aussi j'allais fouiller leurs mensonges. Le lendemain matin, la maison avait une odeur de café tiède et de mensonges refroidis. Je suis descendue lentement, mes articulations grinçant comme des vieilles portes qui refusent d'oublier ce qu'elles ont entendu la veille. Lorenzo lisait le journal, Sophie rangeait déjà quelque chose dans un tiroir où elle n'avait aucune raison d'être. Il se comportait comme si la lettre du tribunal n'était qu'un courant d'air dans un couloir, un détail, une formalité. Moi, je savais que ce n'était pas un courant d'air, c'était un couloir qui se refermait sur moi. Sophie a levé les yeux en m'entendant, avec ce sourire qu'elle accroche comme une broche sur sa robe. Artificiel, décoratif, inutile. Tu veux un café, Henriette? Tu n'as pas très bien dormi hier? Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardée, elle. Puis le tiroir qu'elle venait de refermer trop vite. Puis sa main posée sur la poignée, crispée. Tu ranges encore? Ai-je demandé. Je t'aide. Toujours ce t'aider qui veut dire t'écarter. Lorenzo a reposé son journal, lentement. On a quelque chose à te proposer, maman. Je me suis assise, les mains croisées, la colonne droite, comme si j'étais déjà devant le juge. Je t'écoute. Il a échangé un regard avec Sophie, un regard qui voulait dire ne brusquons pas la vieille, mais qui fondamentalement disait reste calme, elle commence à comprendre. Le rendez-vous au tribunal ne doit pas t'inquiéter. On peut y aller ensemble. On expliquera que tu as besoin d'un peu d'aide pour gérer certaines choses. Ce serait plus simple si on prenait une mesure légère, une curatelle simple, rien d'intrusif. J'ai senti un rire monter en moi, un rire sec, épuisé, le rire de celles qui ont trop vu dans leur vie pour avaler ce genre de phrase. Une curatelle simple? J'ai répété les mots comme s'ils étaient amers. Vous voulez que je sois assistée pour gérer mon propre argent? Sophie a pris sa voix la plus douce, celle qu'elle utilise pour calmer les enfants. C'est juste une sécurité. À ton âge, les erreurs arrivent vite. On ne voudrait pas qu'un escroc te piège. Je l'ai coupé. Je ne suis pas tombée sur un escroc. Je vis avec. Elle a pâli, Lorenzo a inspiré brusquement. Je les avais blessés, non pas par injustice, mais par précision. Maman, tu deviens agressive, a-t-il dit, la mâchoire serrée. Ce n'est pas bon signe. Tu devrais nous faire confiance. Ah, la confiance, le mot qu'on brandit quand on a déjà tout pris. Vous êtes monté dans ma chambre sans ma permission, ai-je dit calmement. Vous avez touché à mes papiers. Vous avez pris des documents, vous racontez aux enfants que je vais partir, et maintenant vous me demandez de vous faire confiance? Sophie s'est avancée. Elle s'est assise en face de moi, ses genoux touchaient d'où presque les miens. Henriette, tu imagines des choses, tu te fais du mal toute seule, tu te mets dans un état. Elle parlait encore, mais je n'écoutais plus les mots. J'écoutais son regard. C'est dans les regards qu'on lit la vérité. Elle avait peur, pas pour moi, pour leur plan. J'ai posé ma main sur la table, lentement, comme on pose une carte face visible. Je viendrai au tribunal, Lorenzo. Mais je ne dirai rien qui vous arrange. Je dirai ce que je vois, ce que j'ai noté. Son visage s'est fermé. Sophie a baissé les yeux, soudain très intéressée par la table. Le silence est tombé comme un rideau. Puis Lorenzo a murmuré. On voulait éviter d'en arriver là. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Moi aussi. Ils ont quitté la pièce presque en même temps, comme deux enfants qui préfèrent fuir plutôt que d'affronter la conséquence de leurs actes. On aurait dit qu'ils craignaient de laisser traîner un mot de plus, de peur qu'ils ne se retournent contre eux. Quand ils furent partis, j'ai ouvert doucement le tiroir qu'ils avaient manipulé quelques minutes plus tôt. Il n'y avait rien d'important à cet endroit. Ils l'avaient ouvert pour vérifier quelque chose, ou pour simuler le naturel. Mais un détail m'a frappé. Ce n'était pas le bon tiroir pour cacher une intrusion. Ils avaient l'habitude d'aller ailleurs. J'ai fermé sans bruit, puis je suis montée à l'étage. Ma chambre était telle que je l'avais laissée, mais j'ai vu immédiatement la nouvelle trace. La boîte en métal avait été replacée différemment, alignée au millimètre contre le bord du tiroir. Je l'avais laissée légèrement tournée. J'en étais sûre. Ils étaient d'un revenu. Et ils reviendraient encore. Je me suis assise sur le lit, une main posée sur mon carnet jaune. Ce n'était plus seulement une question de papier, ni de famille, ni même de confiance. C'était une bataille silencieuse pour ma propre existence, où chaque geste comptait, où chaque phrase était un piège, où chaque sourire pouvait cacher une manœuvre. Et dans cette bataille-là, je n'avais plus qu'une seule règle: observer, noter, préparer.
parce que désormais ce n'étaient plus leurs paroles qui allaient repeser, c'étaient les miennes. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, pas une seule fois. La maison semblait respirer autrement, comme si chaque mur gardait la mémoire de ce qu'on m'avait fait sans mon consentement. Au petit matin, j'ai pris une décision. Une décision simple, froide, inébranlable. Je devais voir quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'avait rien à gagner à me mentir, un professionnel, un témoin, un allié. J'ai pris mon carnet jaune, glissé ma carte vitale dans mon sac et je suis sortie avant même que Sophie ne descende vérifier si je prenais mes médicaments. La fraîcheur du matin m'a fouetté le visage, mais j'ai marché d'un pas sûr. À mon âge, on n'a plus l'énergie pour courir, mais on a une endurance que les plus jeunes sous-estiment, celle de la détermination. Je me suis rendue à l'étude de Maître Colin, un notaire que je connais depuis 15 ans, un homme droit, précis, qui ne parle jamais trop. Il m'avait déjà conseillé par le passé. Je savais qu'il m'écouterait sans me faire passer pour une vieille femme confuse. La secrétaire m'a reconnue immédiatement. Madame Delaunay, vous avez rendez-vous? Non, mais il faut absolument que je voie Maître Colin. Aujourd'hui. Elle a vu quelque chose dans mes yeux, quelque chose qu'on ne discute pas. Elle m'a fait signe d'attendre. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau s'est ouverte. Henriette, entrez. Maître Colin m'a accueillie avec ce calme qui, d'habitude, m'apaise. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je brûlais. Je me suis assise en face de lui. Il a croisé les mains, attentif. Dites-moi, je n'ai pas pris de détour, je n'ai pas adouci les angles, je n'ai pas cherché à me protéger. On a fouillé ma chambre, on m'a pris des documents, et hier, j'ai reçu une convocation du tribunal pour une mesure de protection. Son visage est resté neutre, mais ses yeux, eux, ont changé. Qui est à l'origine de la demande? Le dossier est confidentiel, ce n'est donc pas un tiers institutionnel. Il a hoché lentement la tête. Donc, la famille. Ce mot-là a traversé la pièce comme un courant d'air glacé. J'ai sorti mon carnet jaune, l'ai posé sur la table. J'ai commencé à noter chaque détail. Je ne sais plus qui je dois croire. Il a pris le carnet, l'a feuilleté rapidement. Quand il a relevé les yeux, il y avait dans son regard quelque chose qui ressemblait à un respect douloureux. Oh, vous avez très bien fait, Henriette. Je n'ai pas répondu. J'avais peur que ma voix se brise. Il a continué, le ton plus ferme. Sachez une chose, tant que vous êtes capable de me raconter clairement ce qui se passe, tant que vous pouvez expliquer les faits avec précision, vous n'êtes pas en situation d'être placé sous tutelle. Ces mots m'ont traversé comme une bouffée d'air. Je ne savais pas que j'avais retenu ma respiration depuis des jours. Mais ils ont pris des documents, maître. Ils peuvent les utiliser. Il a posé la main sur son bureau, lentement. Alors nous allons faire l'inverse, nous allons reconstruire ce qui manque, et surtout, nous allons dater tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Si quelqu'un tente de vous faire passer pour confuse, nous aurons des preuves formelles que ce n'est pas le cas. Je l'ai regardé, je crois que, pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, j'ai senti mes épaules se détendre, légèrement. Henriette, a-t-il ajouté, vous n'êtes pas seule, et vous n'êtes pas vulnérable, vous êtes lucide, ce sont des faits. Je n'ai pas pleuré, pas devant lui, mais ma gorge s'est serrée d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis la mort de Georges, mon mari, cette sensation qu'une main bienveillante se pose enfin sur votre épaule quand vous êtes en train de chavirer. Maître Colin a imprimé une attestation, une simple feuille, une ligne, un sceau, une date, mais c'était un rempart. Gardez-la avec vous et ne laissez plus aucun document important dans la maison. Pas un. Oh, je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai dit doucement: ils ont déjà pris mon contrat d'assurance dépendance, mon testament et une lettre bancaire. Il s'est figé. Cela confirme le pire scénario. Ils préparent un dossier pour prouver que vous n'êtes plus en état de gérer vos biens. Puis, très calmement, il faut agir vite. Nous avons passé 1 heure à établir une liste de mes titres de propriété, de mes comptes, de mes assurances. Il avait tout en double dans ses archives. Moi, je n'avais plus rien chez moi. Quand je suis sortie de l'étude, l'air m'a semblé plus coupant, mais plus vrai. Le ciel était bas, gris, comme un couvercle, mais j'avançais. Au coin de la rue, j'ai aperçu quelque chose. Un détail, une silhouette, un homme appuyé contre un mur qui a tourné la tête trop rapidement quand je l'ai vu. Un inconnu. Veste sombre, téléphone en main, pas un voisin, pas quelqu'un du quartier. Je me suis arrêtée. Il a baissé le regard. Il s'est éloigné. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas eu peur.
J'ai juste compris ceci. Il n'allait pas se contenter du tribunal. Il voulait savoir où j'allais, ce que je faisais, ce que je préparais. Mais je ne suis pas une femme qu'on surveille en silence, et la prochaine fois qu'ils essaieraient de me suivre, ils découvriraient que ce n'est pas moi qu'ils traquent, c'est leur propre mensonge. Quand je suis rentrée à la maison avec l'attestation de maître Colin dans mon sac, j'ai senti tout de suite que quelque chose avait changé, pas dans la maison. Elle avait le même silence, la même odeur de poussière chaude et de parfum de Sophie, mais dans l'air. Comme si l'ordre qu'il tentait de m'imposer se fissurait déjà, imperceptiblement. Je me suis arrêtée dans l'entrée. Des voix venaient du salon, des chuchotements, Lorenzo et Sophie. J'ai avancé doucement, mais pas absorbée par le tapis. Ils ne m'ont pas entendue. Elle commence à poser trop de questions, disait Sophie. Je t'avais dit qu'il fallait agir plus vite. Lorenzo a soufflé, agacé. Le dossier est presque complet. Après l'audience, le juge décidera. Il faut juste qu'elle ne fasse pas d'histoire. Tu crois qu'elle nous soupçonne? Un silence lourd. Puis Lorenzo a répondu. Elle n'est pas aussi perdue que je le pensais. Je suis restée dans l'ombre du couloir. Je ne suis pas intervenue. Pas encore. La vérité que j'avais entendue n'avait pas besoin de confrontation immédiate. Elle avait besoin d'être utilisée. Chaque mot était une pièce de leur puzzle et j'apprenais enfin à le lire. Quand je suis entrée dans le salon, leurs visages ont changé instantanément. Deux masques remis trop vite. Ah, tu es rentrée tôt, a dit Sophie, un peu trop vite. Tu étais où? La question sonnait comme un contrôle, pas comme une inquiétude. J'ai retiré mon manteau. J'ai fait quelques démarches. Elle a pâli légèrement. Lorenzo a fermé son ordinateur. Quelle démarche? Demanda-t-il. J'ai souri, un sourire calme. Celui qui dit Je sais plus que tu ne le crois. Les miennes. Ils n'ont pas insisté. C'était trop tard pour eux, et trop tôt encore pour moi. Je suis montée directement à l'étage. Là, j'ai ouvert mon carnet jaune et j'ai noté ce que j'avais entendu, mot pour mot. Les phrases exactes valent plus qu'une colère. Je le savais maintenant. Le juge écouterait les faits, pas les larmes. Puis je me suis décidée à fouiller, méthodiquement, pas pour trouver ce qu'ils avaient de prix. Je savais que c'était perdu, mais pour retrouver ce qu'ils avaient tout laissé sans comprendre sa valeur. Je suis entrée dans la chambre d'Élise, ma petite fille. Elle m'avait confié que certains documents avaient été rangés chez elle, peu discrètement. Elle n'avait pas osé fouiller elle-même. C'est moi qui devais le faire. Sa chambre sentait encore le parfum de jeune femme, mélange de fleurs et de livres ouverts. Je n'étais pas là pour juger. J'étais là pour récupérer des fragments de ma vie. J'ai inspecté les tiroirs du bureau. Le premier ne contenait que des stylos et des carnets. Le deuxième, quelques feuilles volantes. Le troisième était verrouillé. Élise ne verrouillait jamais rien. J'ai sorti une petite clé que je garde toujours sur moi, celle de ma vieille armoire. Elle n'était pas faite pour ce tiroir, mais j'ai tenté. Rien. Alors j'ai pris une épingle dans ma coiffure, vieille habitude apprise il y a longtemps lorsque les serrures étaient plus capricieuses que mes doigts. J'ai tourné doucement. J'ai senti le clic. Le tiroir s'est ouvert. À l'intérieur, une chemise plastique transparente. Et dans la chemise, mes papiers. Pas tous, mais 3 éléments essentiels, un relevé bancaire annoté au crayon, ma copie d'assurance habitation et une ancienne attestation médicale, celle qui prouvait que je n'avais aucun trouble cognitif il y a 2 ans. Je suis restée immobile. C'était comme retrouver un fragment de sa voix après avoir été forcée au silence. J'ai tout glissé dans mon sac, et puis je suis descendue à la cave. La cave, ce lieu qu'il pensait que je n'oserais plus visiter. Mais j'y suis entrée, la lumière vacillante au plafond. Au fond, derrière les cartons, se trouvait une petite caisse en bois, celle où je garde les documents trop anciens pour être utiles, mais trop importants pour être délaissés. La caisse avait été déplacée. Je le savais immédiatement. 1 centimètre suffit à trahir une main étrangère. Je l'ai ouverte. Et là, entre 2 dossiers jaunis, j'ai trouvé un élément qu'il n'avait pas jugé nécessaire ou peut-être pas eu le temps de voler. Un double de mon ancien testament, celui que j'avais révoqué mais qui prouvait, noir sur blanc, que j'avais toute ma tête à l'époque où je l'avais modifié. C'était un trésor et une arme. Je l'ai serré contre moi. Quand je suis remontée, la maison était silencieuse. Sophie n'était plus dans le salon. Lorenzo parlait au téléphone à voix basse dans le jardin. Je me suis arrêtée au milieu du couloir. Ils préparaient leur dossier, moi, je reconstruisais le mien,
Et ce que j'avais récupéré ce jour-là, dans l'ombre et dans la poussière, n'était pas seulement des papiers, c'était des preuves que je n'étais pas confuse, c'était ma mémoire, intacte, c'était ma vie. La nuit suivante, j'ai laissé la maison dormir sans moi. Je suis restée dans ma chambre, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, mon carnet jaune ouvert sur mes genoux. La lune éclairait le papier d'une lumière pâle. On aurait dit qu'elle lisait avec moi. Je notais tout, chaque mot, chaque geste, chaque intrusion dans ma vie. Je voulais que le jour venu, rien ne puisse être effacé sous prétexte de vieillesse. Vers minuit, j'ai refermé le carnet. Une fatigue ancienne m'a traversée, pas celle du corps, mais celle qu'on ressent quand on se rend compte qu'on est obligé de se battre contre ses propres enfants. À cet âge-là, mon pensait avoir fini d'être en guerre. Tôt le matin, j'ai préparé une petite valise, pas pour partir, pas pour fuir, pour reprendre possession de moi-même. Dans la valise, j'ai mis mon carnet jaune, les documents retrouvés chez Élise, l'attestation de Maître Colin, des copies de mes relevés, et une simple photographie de moi à 40 ans, souriante, vivante, sûre d'elle. Je voulais me rappeler que j'avais été cette femme, et que je le restais encore. Je suis sortie discrètement, comme si je devais éviter un piège tendu sous ma propre porte. Le froid du matin m'a réveillée mieux que n'importe quel café. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. Pas besoin de voiture, je devais rester imprévisible. Je me rendais au cabinet d'un autre professionnel, un médecin gériatre indépendant. Quelqu'un qui ne connaissait pas ma famille et qui pourrait établir un constat de mon état cognitif, sans influence, sans manipulation. Quand je suis arrivée, la salle d'attente était quasi vide. Une femme d'environ 50 ans m'a regardée en souriant. Je me suis assise, la valise à mes pieds. 10 minutes plus tard, le docteur m'a appelé. Un homme calme, au regard droit, pas du genre à infantiliser ses patients. Il a lu ma carte, puis m'a observé. Que puis-je faire pour vous, Madame Delaunay? Je lui ai raconté, pas avec la colère, pas avec les tremblements, avec la précision. Je lui ai expliqué la convocation, les papiers disparus, les mots volés, les gestes intrusifs et l'étrange conviction de ma famille que j'étais confuse. À la fin, il a hoché la tête. Nous allons faire quelques tests si vous êtes d'accord. J'ai accepté, sans peur, sans honte. Il m'a posé des questions sur la date, le lieu, les événements récents, sur mes souvenirs d'enfance, sur les chiffres, les mots, les images. Puis, il m'a demandé d'écrire une phrase, une seule. J'ai écrit « Je sais encore me défendre ». Il m'a regardé écrire. Il a compris. Après 40 minutes d'examen, il a imprimé un rapport. Il l'a signé. Puis, il m'a regardé dans les yeux. Madame Delaunay, votre cognition est intacte. Vous êtes parfaitement apte à gérer vos affaires. Votre lucidité est remarquable pour votre âge. Conservez ce rapport. Il n'a pas ajouté vous en aurez besoin, mais je l'ai entendu entre les lignes. Je l'ai remercié. Quand je suis sortie du cabinet, la lumière du jour semblait différente, plus nette, plus droite, comme si quelque chose en moi s'était remis à respirer. De retour chez moi, j'ai trouvé la maison inhabituellement calme, trop calme. Dans le salon, une enveloppe m'attendait sur la table, mon nom inscrit de la main de Lorenzo. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une liste d'affaires qu'il me conseillait d'apporter le jour où la mesure serait décidée, comme si c'était déjà fait, comme si le juge n'était plus qu'une formalité, un tampon sur leur volonté. J'ai souri, un sourire lent, ancré, presque tendre, mais sans chaleur. Ils avaient déjà préparé ma chute. Et moi, j'avais déjà rassemblé les pierres pour construire mon mur. J'ai posé l'enveloppe sur la table. J'ai ouvert ma valise, j'ai glissé le rapport médical à côté du dossier du notaire, puis j'ai refermé la fermeture éclair avec un geste sec. Je n'étais plus une vieille femme perdue dans sa maison, j'étais une adversaire qu'il n'avait pas prévue. La nuit suivante, j'ai laissé la maison dormir sans moi. Je suis restée dans ma chambre, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, mon carnet jaune ouvert sur mes genoux. La lune éclairait le papier d'une lumière pâle. On aurait dit qu'elle lisait avec moi. Je notais tout, chaque mot, chaque geste, chaque intrusion dans ma vie. Je voulais que le jour venu, rien ne puisse être effacé sous prétexte de vieillesse. Vers minuit, j'ai refermé le carnet. Une fatigue ancienne m'a traversée. Pas celle du corps, mais celle qu'on ressent quand on se rend compte qu'on est obligé de se battre contre ses propres enfants. À cet âge-là, on pensait avoir fini d'être en guerre. Tôt le matin, j'ai préparé une petite valise, pas pour partir, pas pour fuir, pour reprendre possession de moi-même. Dans la valise, j'ai mis mon carnet jaune, les documents retrouvés chez Élise, l'attestation de Maître Colin,
Des copies de mes relevés et une simple photographie de moi à 40 ans, souriante, vivante, sûre d'elle. Je voulais me rappeler que j'avais été cette femme et que je le restais encore. Je suis sortie discrètement, comme si je devais éviter un piège tendu sous ma propre porte. Le froid du matin m'a réveillée mieux que n'importe quel café. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, pas besoin de voiture. Je devais rester imprévisible. Je me rendais au cabinet d'un autre professionnel, un médecin gériatre indépendant. Quelqu'un qui ne connaissait pas ma famille et qui pourrait établir un constat de mon état cognitif sans influence, sans manipulation. Quand je suis arrivée, la salle d'attente était quasi vide. Une femme d'environ 50 ans m'a regardée en souriant. Je me suis assise, la valise à mes pieds. 10 minutes plus tard, le docteur m'a appelé. Un homme calme, au regard droit, pas du genre à infantiliser ses patients. Il a lu ma carte, puis m'a observé. Que puis-je faire pour vous, Madame Delaunay? Je lui ai raconté. Pas avec la colère, pas avec les tremblements, avec la précision. Je lui ai expliqué la convocation, les papiers disparus, les mots volés, les gestes intrusifs et l'étrange conviction de ma famille que j'étais confuse. À la fin, il a hoché la tête. Nous allons faire quelques tests si vous êtes d'accord. J'ai accepté, sans peur, sans honte. Il m'a posé des questions sur la date, le lieu, les événements récents, sur mes souvenirs d'enfance, sur les chiffres, les mots, les images. Puis il m'a demandé d'écrire une phrase, une seule. J'ai écrit « Je sais encore me défendre ». Il m'a regardé écrire. Il a compris. Après 40 minutes d'examen, il a imprimé un rapport. Il l'a signé. Puis, il m'a regardé dans les yeux. Madame Delaunay, votre cognition est intacte. Vous êtes parfaitement apte à gérer vos affaires. Votre lucidité est remarquable pour votre âge. Conservez ce rapport. Il n'a pas ajouté vous en aurez besoin, mais je l'ai entendu entre les lignes. Je l'ai remercié. Quand je suis sortie du cabinet, la lumière du jour semblait différente, plus nette, plus droite, comme si quelque chose en moi s'était remis à respirer. De retour chez moi, j'ai trouvé la maison inhabituellement calme, trop calme. Dans le salon, une enveloppe m'attendait sur la table, mon nom inscrit de la main de Lorenzo. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une liste d'affaires qu'il me conseillait d'apporter le jour où la mesure serait décidée, comme si c'était déjà fait, comme si le juge n'était plus qu'une formalité, un tampon sur leur volonté. J'ai souri, un sourire lent, ancré, presque tendre, mais sans chaleur. Ils avaient déjà préparé ma chute, et moi, j'avais déjà rassemblé les pierres pour construire mon mur. J'ai posé l'enveloppe sur la table, j'ai ouvert ma valise, j'ai glissé le rapport médical à côté du dossier du notaire. Puis j'ai refermé la fermeture éclair avec un geste sec. Je n'étais plus une vieille femme perdue dans sa maison. J'étais une adversaire qu'il n'avait là pas prévue. Dans la voiture du retour, personne n'a parlé, ni Lorenzo, ni Sophie. Moi, je regardais la ville défiler derrière la vitre, les passants, les façades, les lumières qui s'allumaient déjà malgré l'heure encore claire. Tout m'apparaissait avec une netteté étrange, comme si mes yeux, après tant de semaines de brouillard imposé, retrouvaient soudain leur vrai focus. Quand nous sommes arrivés devant la maison, je suis sortie la première. Je ne voulais pas qu'ils me précèdent. Je voulais leur rappeler, sans un mot, que je n'avais pas besoin d'être accompagnée. Je me suis avancée jusqu'à la porte, puis je me suis arrêtée. Une silhouette se tenait là. Élise. Elle n'était pas allée à la fac aujourd'hui. Elle m'attendait. Et dès que nos regards se sont croisés, j'ai su qu'elle avait quelque chose d'important à dire, quelque chose qu'elle gardait depuis trop longtemps. Mamie, sa voix tremblait un peu. Elle a jeté un regard furtif vers son père et Sophie, qui descendaient à leur tour de la voiture. Viens avec moi, s'il te plaît. Elle m'a entraînée à l'intérieur, dans le séjour, puis a fermé la porte derrière nous avant que les autres n'entrent. Ses mains jouaient nerveusement avec la manche de son pull. J'ai quelque chose à te dire, et je dois te le dire maintenant. Je me suis assise, pas parce que j'étais fatiguée, mais parce que je voulais l'écouter avec tout mon corps. Vas-y, ma chérie. Elle a inspiré profondément. Papa et Sophie? Ils ne t'ont pas tout dit, ils ont fait des choses. Elle s'est interrompue, hésitant entre la loyauté et la conscience, puis elle a continué, d'une voix plus basse. Ils ont vu un avocat, il y a 3 semaines. Ils voulaient t'imposer une tutelle totale, pas seulement une curatelle. Ils avaient déjà préparé la liste de tout ce qu'ils allaient te gérer, tes comptes, la maison, tes pensions, tout. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas eu besoin de le faire.
Je sentais déjà la vérité glisser en moi, froide et précise. Elle a tremblé. Je ne voulais pas participer, mais ils m'ont obligée à garder certains papiers. Ils m'ont dit que c'était pour ton bien, que tu ne devais pas les voir. Alors elle a relevé la tête. Ses yeux brillaient, mais elle ne pleurait pas. Mamie, ils m'ont demandé de mentir au juge si on m'appelait comme témoin. De dire que tu te répétais, que tu t'énervais et que tu oubliais des choses. Je me suis penchée vers elle et j'ai pris sa main. Et tu l'as fait? Elle a secoué la tête vigoureusement. Non, je ne pouvais pas. J'ai même dit à papa que s'il continuait, je partirais vivre ailleurs. Alors, ils m'ont mise à l'écart. Ils ont dit que j'étais naïve, que je ne comprenais pas les enjeux. J'ai senti une douleur sourde monter en moi. Pas contre elle, contre eux. Il y a autre chose, ajouta-t-elle. Elle a sorti de sa poche un petit enregistreur, un appareil banal comme ceux qu'utilisent les étudiants pour enregistrer leurs cours. Tu te souviens quand ils croyaient que j'étais dans ma chambre? Elle a dégluti. J'ai enregistré leur conversation, celle où ils disent clairement qu'ils veulent te mettre en tutelle pour éviter les complications et prendre de l'avance sur la succession. Elle m'a tendu l'objet. Je ne l'ai pas touché tout de suite. Je me suis contentée de le regarder comme on regarde une vérité trop lourde à porter. Lorenzo et Sophie sont entrés à ce moment-là. Leurs pas résonnèrent dans le couloir. Élise s'est redressée. Elle avait cessé de trembler. Je suis désolée, mamie. Je ne pouvais plus garder ça. Elle m'a serré la main avant de se lever. Puis elle a quitté la pièce, juste avant que son père n'arrive dans l'encadrement de la porte. Tout va bien? Demanda-t-il, d'un ton trop chaleureux pour être honnête. Je me suis tournée vers lui. J'ai rangé calmement l'enregistreur dans mon sac. Mes gestes étaient lents, précis, presque cérémoniaux. Oui, ai-je répondu. Oh, tout va très bien. Il a ouvert la bouche comme pour poser une question, puis s'est ravisé. Sophie a reculé d'un pas en me voyant refermer le sac. Je les ai observés un moment. Mon fils, ma belle-fille, les deux architectes silencieux de ma disparition programmée. Et, dans un calme parfait, j'ai dit la vérité la plus simple. Maintenant, j'ai toutes les pièces. Je n'ai rien ajouté, je n'ai pas expliqué, je n'ai pas accusé, je n'ai pas crié. Je les ai juste laissés face à la seule chose qu'ils ne pouvaient pas manipuler, ce que j'avais en main. Puis je me suis levée, droite malgré les années, et je suis sortie du salon. Le parquet sous mes pieds ne craquait plus, comme si, enfin, la maison respirait avec moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas par peur, par lucidité. J'avais dans mon sac ce que je n'aurais jamais imaginé posséder, des preuves, leur propre voix, leurs propres mots, incapables de mentir quand on les écoute sans les regarder. Le lendemain matin, je me suis préparée lentement. J'ai pris un petit déjeuner simple, posé chaque geste avec un calme presque cérémonial. Je voulais que rien, absolument rien, ne puisse être interprété comme de la panique. Les femmes de mon âge savent ce que c'est que d'être traitées comme fragiles. Alors je me suis tenue droite jusqu'au bout. À 9 heures précises, j'étais devant l'étude de maître Colin. Il m'attendait déjà, comme s'il devinait que je reviendrais tôt ou tard avec quelque chose de décisif. Entrez, Henriette, dit-il en m'indiquant la chaise. Il avait ce regard qui voit au-delà du visage. J'ai posé mon sac, j'ai sorti l'enregistreur. Il n'a pas demandé ce que c'était. Il savait, je l'ai allumé. Les voix ont rempli le bureau, celles de mon fils et de ma belle-fille, froides, sûres d'elles, organisant ma disparition juridique comme on prépare un déménagement. Il faut qu'on obtienne la tutelle totale. Si elle refuse, le juge tranchera. Plus vite on s'en occupe, mieux ce sera pour la succession. À ce mot-là, succession, maître Colin a refermé les yeux un instant. Quand il les a rouverts, il avait l'air plus grave encore. Ça suffit, dit-il en arrêtant l'enregistrement. Il resta silencieux quelques secondes, réfléchissant. Henriette, ce que vous venez de me donner n'est pas seulement une preuve, c'est une arme juridique complète. Je n'ai pas répondu. Je le laissai poser les mots, un à un. Votre fils et votre belle-fille ont tenté de vous faire passer pour inapte, alors que vous êtes parfaitement lucide. Ils ont pris vos documents, ils en ont caché, et maintenant... Il a tapoté l'enregistreur du bout des doigts. Ils se sont eux-mêmes accusés. Il a rassemblé plusieurs dossiers, fait glisser vers moi une feuille imprimée. Vous avez deux options. Déposer plainte pour tentative de mise sous protection abusive ou demander une mesure d'urgence pour vous protéger, vous et vos biens. Je vous conseille les deux. Je les regardai droit dans les yeux. Je ne veux pas leur ruiner la vie.
Je veux qu'il cesse de vouloir ruiner la mienne. Il a hoché la tête, lentement. Alors nous allons agir avec justesse. Il m'a expliqué chaque étape, les documents à signer, les rapports à joindre, la procédure à enclencher. Je suivais attentivement, notant l'essentiel dans mon carnet jaune. Quand j'ai relevé les yeux, il m'a souri faiblement. Vous êtes plus organisé que la moitié de mes clients de 50 ans. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas le choix. Quand tout fut prêt, il a relié les pièces dans un dossier beige. Le dossier était épais, solide, précis. Toute ma vérité tenait là-dedans. Henriette, dit-il enfin, une fois cela déposé, ils seront convoqués. Ils devront répondre. Devant la loi, pas devant vous. Ce n'est plus votre parole contre la leur. Je lui ai demandé doucement: et si ils s'en prennent à moi? Alors nous demanderons une ordonnance d'éloignement. Entendre ces mots dans ma propre histoire m'a fait quelque chose. Comme si ma vie, soudain, n'était plus complètement la mienne. En sortant de l'étude, l'air m'a semblé différent, plus froid, plus vrai. Je marchais vers l'arrêt de bus quand j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Un message de Lorenzo. On doit parler, maintenant. Je n'ai pas répondu. Un deuxième message. Élise t'a dit quelque chose? Un troisième. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras. Je me suis arrêtée au milieu du trottoir. J'ai regardé les mots sur l'écran. Et lentement, j'ai éteint le téléphone. Il n'avait plus accès à moi. Pas aujourd'hui. Quand je suis rentrée, la maison était étrangement silencieuse. Sophie n'était pas là. Lorenzo non plus. Élise m'attendait dans la cuisine, assise les mains croisées. Ah, tu es allée voir le notaire? J'ai posé mon sac, puis je me suis assise en face d'elle. Oui, et j'ai déposé un dossier. Un solide. Elle a fermé les yeux, comme soulagée. Tu as bien fait, mamie. Je l'ai regardée, sa voix tremblait un peu. Tu devrais te préparer. Papa va se fâcher. Il n'aime pas quand les choses lui échappent. Je l'ai laissé finir, puis j'ai posé ma main sur la sienne. Ma chérie, les choses ne m'échappent plus. Elle a esquissé un sourire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai ouvert le sac, j'ai sorti le dossier beige, je l'ai posé sur la table, doucement. Maintenant, j'attends. Ils ont construit un mensonge. J'ai construit une vérité. Le juge décidera. Le soleil tombait derrière la fenêtre, dessinant une longue ligne de lumière sur la table. C'était étrange, mais je me suis sentie plus vivante que depuis des années. Comme si la dignité, une fois retrouvée, avait sa propre respiration. Le courrier officiel est arrivé un lundi matin dans une enveloppe cartonnée qui ne laissait aucune place au doute. Je l'ai trouvé en bas de l'escalier, posée bien droite sur la console comme une pierre tombale administrative. Une convocation. Pas pour moi, cette fois-ci. Pour eux. L'audience aurait lieu dans 10 jours. J'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine, l'ai ouverte avec soin. Chaque phrase était un rappel que la justice, quand elle avance, avance lentement, mais elle avance. Élise est entrée quelques minutes plus tard. Elle a lu la date par-dessus mon épaule, puis a reculé d'un pas, le souffle court. Tu comptes y aller? J'ai refermé la lettre. Oui, mais cette fois, je n'ai rien approuvé. Je me suis servi un verre d'eau. Mes mains ne tremblaient pas. C'était étrange d'être ainsi à la veille d'un orage qu'on a soi-même déclenché et de se sentir plus solide qu'un mur de pierre. Les jours suivants ont été silencieux. Lorenzo et Sophie entraient et sortirent de la maison comme des ombres. Ils m'évitaient. Ils évitaient Élise. Ils évitaient même les miroirs, comme si leurs reflets pouvaient leur renvoyer leurs propres intentions. Je ne cherchais pas le conflit. Je vivais, je rangeais un peu, je cuisinais. Je marchais chaque jour autour du quartier, je respirais. Il n'avait plus la main sur mon souffle. La veille de l'audience, Lorenzo a frappé à ma porte. Je triais des papiers sur mon lit. Maman, on peut parler? Je me suis tournée vers lui. Il semblait plus jeune soudain. Pas dans son visage, mais dans sa fragilité. Comme un garçon pris à voler quelque chose et incapable d'assumer. Je t'écoute. Il était resté debout, les mains dans les poches, incapable de s'asseoir. On a peut-être été trop loin. On voulait t'aider. Tu sais comment tu deviens parfois. Comment je deviens? Ma voix était calme. Je ne cherchais pas à le blesser. Je voulais juste qu'il entende la question jusqu'au bout. Il a baissé les yeux. J'avais peur que tu déclines, que tu restes seule, que... Je l'ai interrompu doucement. Alors tu as choisi de me retirer ce qui me restait, ma parole. Il a respiré lourdement. Je suis désolée. C'était peut-être vrai, mais il était trop tard pour les excuses qui n'arrivent que quand l'autorité vous surveille. Tu veux que je retire ma plainte? Ai-je demandé.
Il a levé la tête brusquement. Non, enfin, si, je ne sais pas. J'ai refermé mon dossier. Lorenzo, demain, ce n'est pas moi qui juge. Ce n'est pas toi non plus. C'est la loi, ce que tu aurais dû respecter avant de décider à ma place. Il n'a rien ajouté. Il est sorti sans fermer la porte. Un geste d'enfant qui ne sait plus comment revenir en arrière. Le matin de l'audience, je suis arrivée accompagnée de maître Colin. Nous avons traversé le couloir du tribunal. L'air y était froid, presque solennel. J'entendais mon propre pas sur le sol, régulier, assuré. Je ne marchais pas à la guerre, je marchais à ma place. Lorenzo et Sophie étaient eux déjà là, assis côte à côte. On aurait dit deux statues fissurées. Ils n'avaient plus l'assurance du premier jour. Cette fois, ils savaient que la table n'était plus en leur faveur. La juge est entrée. Elle nous a salués et s'est assise. Elle a commencé par énoncer les faits, puis elle a demandé à chaque partie de s'exprimer. Sophie a parlé la première, trop vite, trop haut, trop nerveuse. Elle a utilisé tous les mots qui sonnent creux. Protection, prudence, préoccupation, bonne intention. Dans ces phrases, il n'y avait pas une seule fois le mot respect. Lorenzo a tenté de faire mieux. Sa voix tremblait, mais il s'accrochait à son rôle de fils inquiet. Il aurait presque été crédible si la vérité n'était pas couchée en noir et blanc dans le dossier beige que la juge feuilletait lentement. Enfin, la juge m'a demandé de parler. Je me suis levée, mon manteau reposait sur mes épaules comme une armure silencieuse. Madame la juge, je suis âgée, je ne suis pas naïve. On me croit fragile parce que je marche lentement, parce que ma voix n'est plus ce qu'elle était. Mais je sais encore reconnaître une main qui aide et une main qui fouille. Je lui ai montré le dossier. On m'a retiré mes documents. On m'a menti, on a tenté de décider à ma place. Tout cela pour éviter la conversation la plus simple, me demander ce que je voulais. Je n'ai rien demandé d'autre que ma propre voix. La juge a hoché la tête. Elle n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Elle a alors demandé qu'on fasse jouer l'enregistrement. La salle s'est figée au premier mot. Une vérité dite par leur propre voix, irréfutable, implacable. Quand l'audio s'est arrêté, la juge a refermé le dossier et a pris la parole. Compte tenu des éléments présentés, compte tenu de l'intégrité cognitive de Madame Delaunay, compte tenu des manipulations manifestes, le tribunal prononce l'absence totale de mesures de protection, une mise en garde officielle à l'encontre de Monsieur Delaunay et de Madame Sophie Delaunay, et l'ouverture d'une enquête pour tentative d'abus de vulnérabilité. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas souri, je n'ai pas triomphé. J'ai juste respiré. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ma respiration m'appartenait entièrement. Quand je suis sortie de la salle, Élise m'attendait dans le couloir. Elle m'a serrée dans ses bras, une étreinte simple, sans drame. Tu vois, mamie, tu n'as rien perdu. Je lui ai caressé la joue. Ma chérie, ce n'est pas la victoire qui compte, c'est la vérité qui tient debout. Et en marchant vers la porte du tribunal, je me suis sentie plus droite que je l'avais été depuis des années. Le retour à la maison, après le tribunal, s'est fait dans un silence presque religieux. La lumière de l'après-midi traversait les vitres comme un fil doré, mais aucune chaleur n'en sortait. Je suis entrée la première. Je n'ai pas allumé la lumière. Je voulais sentir la maison telle qu'elle était devenue, un lieu où l'on avait tenté de m'effacer et où je revenais debout. Élise est montée directement à sa chambre. Elle avait besoin d'air, je crois. Dans ses yeux, il y avait un mélange de soulagement et de honte qu'elle ne méritait pas. Elle avait été la seule à ne pas participer à leur plan. Lorenzo et Sophie ont suivi, mais plus lentement, comme deux personnes qui avancent tant sur un terrain qu'elles ne reconnaissent plus. Ils ne savaient plus quelle place occuper dans cette maison. Et pour la première fois, ce n'était plus mon problème. Je me suis dirigée vers la cuisine. J'ai posé mon sac sur la table. Le dossier beige était encore là, lourd, solide, comme un cœur qui bat à l'extérieur du corps. Sophie est entrée la première. Ses épaules s'étaient affaissées. Elle n'avait plus l'arrogance, ni la politesse forcée. Elle ressemblait à quelqu'un qui cherche une issue dans une pièce sans fenêtre. Henriette, on peut parler? J'ai tiré une chaise et me suis assise. Pas par fatigue, pour faire face. Elle a pris place en face de moi, ses doigts s'entortillant les uns dans les autres. Je suis désolée, je n'ai pas voulu. Sa voix s'est cassée. Elle a recommencé. On s'est laissé prendre. On pensait que c'était mieux pour tout le monde. Je l'ai regardée sans colère, mais sans indulgence. Pour tout le monde? Ou pour vous deux? Elle a fermé les yeux, longtemps, trop longtemps pour que ce soit de la comédie. On ne voulait pas te faire du mal. On voulait juste
comprendre comment gérer l'avenir. J'ai inspiré doucement. Vous n'aviez qu'à me demander. Elle n'a rien répondu. Il n'y avait rien à répondre. Lorenzo est entré à son tour. Je ne sais pas combien de temps il était resté dans l'entrée, mais son visage était celui d'un homme qui a perdu une bataille qu'il croyait gagner sans combattre. Maman, sa voix était basse, presque un souffle. Ce n'était pas contre toi, c'était de la peur. J'ai posé mes mains à plat sur la table. La peur n'excuse pas la trahison. Il s'est assis, lui aussi. Pour la première fois depuis des semaines, il avait l'air petit, pas physiquement. Petit dans son geste, dans son regard, dans sa manière d'être homme. Je n'ai pas su comment parler avec toi, dit-il enfin. Je n'ai pas su être ton fils comme il fallait. Je n'ai pas pleuré. Je ne pleure plus pour lui depuis longtemps. Je t'ai offert toute ma vie, Lorenzo. Tu aurais pu m'offrir une conversation. Juste ça. Sophie s'est mise à respirer plus vite. Lorenzo se frottait le front comme quelqu'un qui cherche une justification dans une pièce vide. Je me suis levée. Le bruit de la chaise a résonné comme une sentence douce. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Vous n'aurez plus accès à mes papiers, plus à mes comptes, plus à mes affaires. Vous n'aurez plus de clé de ma chambre, ni de raison d'y entrer, et vous n'aurez plus le droit de parler de ma santé sans moi. Jamais. Ils ont acquiescé silencieusement. Ils n'avaient plus d'armes. Je suis sortie de la cuisine. J'ai monté l'escalier lentement, chaque marche comme une affirmation. Dans ma chambre, j'ai ouvert ma petite armoire et j'y ai rangé soigneusement le dossier beige. Puis j'ai verrouillé l'armoire. La clé, je l'ai glissée dans ma poche intérieure, contre ma peau. Il y avait longtemps que je n'avais plus gardé quelque chose aussi près de moi. Je me suis assise sur le bord du lit. La fenêtre donnait sur le jardin. Le vent faisait bouger les branches légèrement, presque avec douceur. Et je me suis dit, il est temps de vivre avec moi-même, pas contre eux. En fin d'après-midi, Élise est venue frapper doucement à ma porte. Mamie? J'ai ouvert. Elle m'a serrée dans ses bras comme si elle craignait que je m'effrite. Mais je ne m'effritais pas. Tu restes avec eux? Ai-je demandé. Elle a hésité. Je je crois que je vais partir vivre chez une amie pendant quelque temps. Je ne supporte plus ce qu'ils ont fait, et je veux te laisser tranquille. Je lui ai caressé la joue. Tu n'as rien à te faire pardonner. Va où tu te sens en paix. Elle a souri. Un vrai sourire, pas celui qu'on porte pour se protéger. Quand elle est partie, j'ai refermé ma porte doucement. La maison n'était plus un champ de bataille, elle n'était pas encore un refuge. Elle était un lieu en transition, comme moi. Et ce soir-là, j'ai dormi pour la première fois sans peur qu'on ouvre ma porte pendant la nuit. La maison avait retrouvé un silence vrai, pas celui qu'on impose pour cacher la honte, pas celui qu'on installe pour éviter les conversations difficiles. Un silence qui respire, un silence qui appartient à celles qui ont repris leur place. Les jours ont passé, Lorenzo et Sophie se tenaient à distance, polis, presque invisibles. Ils ne traversèrent plus ma chambre du regard, ils ne demandaient plus où étaient mes papiers. Ils ne parlaient plus de maison spécialisée, de danger, de confusion. Ils avaient compris que certaines portes, une fois refermées, ne s'ouvrent plus jamais de la même façon. Un matin, j'ai préparé du café pour moi seule. J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine et laissé entrer l'air frais. Le jardin respirait aussi. Je l'ai regardé longtemps. C'est étrange, comme un arbre semble différent quand on n'a plus peur de perdre la clé de sa propre maison. Je me suis assise à table, mon carnet jaune devant moi, il avait servi d'arme, d'encre, de témoin. Aujourd'hui, il n'était plus nécessaire. Pas pour me défendre, mais j'ai continué à écrire. Réflexe d'une femme qui sait que la mémoire est une amie qu'il faut nourrir même quand elle est fidèle. Quelques jours plus tard, Élise est revenue me voir. Pas pour s'excuser, pas pour réparer, pour être là. Juste là. Comment tu te sens, mamie? Je lui ai versé du thé. Calme, je crois que je me sens calme. Elle a regardé autour d'elle. La maison est différente. Ce n'est pas la maison qui a changé, ai-je dit en souriant. C'est moi qui la vois autrement. Elle a posé sa main sur la mienne. Tu as été courageuse? J'ai secoué la tête. Non, j'ai juste refusé d'être mise dans une case où je n'appartenais pas. À notre âge, on doit parfois rappeler que ce n'est pas parce qu'on marche moins vite qu'on perd le droit de marcher seul. Elle a souri. Elle comprenait déjà plus que son père. Les semaines ont continué ainsi, avec une simplicité nouvelle. Je cuisinais ce que j'aimais. Je faisais mes courses moi-même.
J'ai même découvert un petit café au coin de la rue où d'autres femmes de mon âge se retrouvaient l'après-midi pour parler de tout et de rien. Pas de cris, pas de drame, juste des vies qui continuent. Un mardi, j'y ai rencontré Madeleine, une femme au regard franc et aux mains pleines de cicatrices de jardinage. Elle m'a dit: «On a voulu me mettre sous curatelle à cause de mes chutes, mais je suis tombée parce que ma marche était trop rapide pour mon âge, pas parce que je ne savais plus marcher.» J'ai souri, il y avait dans sa phrase toute une philosophie. Nous avons parlé longtemps, de nos enfants, de nos fatigues, de nos dignités qui reviennent comme la marée après une tempête. Ça m'a fait du bien. Ce soir-là, rentrée chez moi, j'ai allumé une seule lampe dans le salon. La maison semblait enfin respirer à mon rythme. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui près de la fenêtre. Les branches du pommier touchaient donc presque la vitre. Je les ai regardées se balancer doucement. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé, à la chambre fouillée, aux papiers volés, aux mensonges, aux tentatives de me réduire au silence, aux regards fuyants, aux phrases qui sonnaient comme des verdicts, à la justice qui avait remis la vérité à sa place. Je n'en voulais plus à Lorenzo. Pas vraiment. La déception est une blessure qui cicatrise plus vite que la haine. Mais la confiance, elle, ne revient jamais comme avant. Alors j'ai construit ma vie autrement. Pas dans la colère, dans la clarté. Je me suis levée et tiré les rideaux et j'ai soufflé une bougie restée allumée sur la table. Un simple geste, mais j'ai senti la légèreté que j'attendais depuis longtemps. Je n'étais plus celle qu'on tente de mettre de côté. J'étais celle qui continue, qui choisit, qui marche, même lentement, même seule, mais debout. Avant d'aller dormir, j'ai écrit une dernière ligne dans mon carnet jaune. On ne perd jamais vraiment sa voix. On la laisse ou on la reprend. Puis, j'ai fermé le carnet, doucement, comme on ferme une histoire qu'on n'a plus besoin de relire pour savoir qu'elle nous appartient. Et si une femme quelque part lisait mes mots ou croisait mon histoire, je voudrais lui dire à voix basse, sans effet, juste avec la vérité d'une vieille femme qui sait: ne laisse jamais quelqu'un raconter ta vie à ta place, raconte-la toi-même et défends-la même en tremblant.